Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle conférence dans le cadre du projet Ariane Dièse. Projet qui est destiné au développement, si vous voulez, de la création et de l'éducation artistique. Et ce groupe de conférences, fortement liées entre elles, donc ça veut dire que je vous renvoie obligatoirement aux autres conférences que vous trouvez sur ce site, se veut des moments de réflexion sur l'épistémologie de la création. Donc qu'est-ce que la création ? Et donner des pistes aux instituteurs, aux professeurs, aux maîtres, aux compositeurs, aux intervenants, appelons-nous comme on le souhaite, des outils de réflexion et du débat sur comment composer aujourd'hui à travers des outils numériques. Il est important de situer le projet Ariane Dièse pendant un instant, surtout pour la conférence d'aujourd'hui, car on enseigne la création musicale à des jeunes parfois qui sont de non-musiciens, donc la jeune ou le jeune avocat, la jeune ou le jeune infirmier ou infirmière, ou la conductrice de bus, de train, l'astronaute, et ainsi de suite. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas vocation à faire de la musique leur discipline d'excellence. Et quand on s'adresse à ces personnes, le souhait du projet Ariane Dièse pourrait se résumer en la phrase « je crée donc je joue », c'est-à-dire je crée ma propre musique et je la joue, parce que je l'ai créée. Tandis que quand on s'adresse aux musiciens, donc à une autre classe de jeunes, okay, qui peut-être deviendra, ou elles deviendront infirmières, avocats, astronautes, bouchers, boulangers, ou ce que vous souhaitez, chirurgiens, mais qui seront passés par un parcours d'études de la musique. La différence est importante, parce que ceux qui étudient la musique, ils sont déjà inclines comme je parle du conseil en français, ils sont déjà plutôt dédiés, inclins peut-être on dit, je ne sais pas, désolé pour les fautes de français, je les assume, en tout cas déjà plutôt propices et dédiés à l'apprentissage d'un code abstrait qu'est la notation musicale, qui se veut un référent pour les sons, à des gestes instrumentaux spécifiques, à une posture du corps qui est adaptée à jouer un instrument à vent ou un instrument à cordes. Donc ils sont déjà dans une posture de rigueur, d'exigence, car on ne peut pas produire un son quelconque sans avoir un minimum de rigueur. Or, quand on s'adresse à des jeunes qui utilisent seulement les outils numériques, ce niveau de rigueur n'est pas là, n'est pas au même rendez-vous, ou en tout cas même niveau d'exigence. Je vous renvoie à la conférence sur les idiomes par rapport à ce sujet. Donc, cette conférence d'aujourd'hui est dédiée à la notion de entourage. Alors, ça peut faire peur quand je dis les deux mots qui suivent, entourage ontique ou entourage présumé. On va voir qu'est-ce que c'est, ça ne fait pas peur. Et nous allons voir la notion de signification ou d'implication de la signification dans la phase de création. Déjà, à ce stade, vous allez voir que le prochain exemple s'adresse forcément qu'aux musiciens. Mais c'est un exemple suffisamment simple pour que même les non-musiciens, a priori, pourraient le comprendre. Quand on compose la musique, nous faisons appel à des variables. J'ai déjà dit trop de fois dans les conférences, je vous renvoie aux autres conférences sur le sujet des paramètres, sur les dimensions, ou les paramètres donc monodimensionnels ou multidimensionnels, linéaires et non linéaires. Donc, quand nous composons, nous faisons appel à des variables, qu'on appelle aussi entre autres des paramètres. Pour les sophistes, variables, paramètres, ce n'est pas la même chose, mais je suis obligé de résumer. Voilà. J'ai toujours dans l'image de certains élèves auxquels je donne des cours qui sont là, prof, vous avez dit ça l'autre fois, oui, mais sauf que là, nous sommes dans le cadre de vidéoconférence. Alors, quand Beethoven a pensé l'incipit, le fragment, le début, le motif de la 5e symphonie, papapapam, ok. Donc il a fait 3 fois sol et 1 fois mi bémol. Alors, parmi les instruments de l'époque, parce que c'est une pièce pour orchestre, donc qui va de la flûte au bois, clarinette, basson jusqu'à la contrebasse, on va dire que les notes dont Beethoven disposait à l'époque, pour faire à chaque fois des sols et des mi bémol, étaient ceux-là.
et qu'il aurait pu choisir un sol, 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 mi bémol aigu, ou alors n'importe quel sol, n'importe quel mi bémol parmi ceux qui sont présentés ici. Bon, ceux-là, donc l'ensemble des sols et des mi bémol parmi lesquels Beethoven aurait pu choisir n'importe quelle autre version, on appelle ça un entourage ontique. Le terme vient de la ontologie, c'est-à-dire de la nature des choses. Pourquoi ce terme ? Simplement parce que chez nous, dans le projet Arien Dièse, il y a une volonté et un souci de cohérence par rapport aux logiciels qui sont proposés. Et dans certains logiciels, on aborde certaines notions avec cette terminologie. Donc je veux créer un pont entre un langage qui peut être un peu hostile parfois, mais qui même néanmoins est précis. Donc, quand Beethoven décidera quel sol au pluriel et quel mi bémol vont être utilisés, il décidera de le figer. Avec ça, j'ai volontairement omis la pause. Donc, il a figé ça sur la partition. Et donc, la phrase deviendra sol, 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 mi bémol, qui est le début de la 5e symphonie. Mais quand moi je suis côté public, quand moi je vais écouter ça côté récepteur, je suis plutôt dans l'interprétation de quelque chose qui m'est proposé. Et donc, je suis de ce qu'on appelle l'entourage présumé. Et pour moi, la phrase que Beethoven nous propose, que j'ai transcrite ici avec le métronome qui se voudrait être le plus plausible, en fait, il pourrait être mal compris par certains. Et au lieu de l'entendre comme 3 croches anticipées par un soupir, ce serait un triolet. Et que peut-être, ça serait un triolet dont le tempo peut changer beaucoup. Alors, le tempo entre des croches ici et des croches ici est très différent. Ou alors, il pourrait devenir même avec des petites variations de hauteur, avec des huitièmes de ton ou des quarts de ton. Qu'est-ce que ça veut dire ? On l'a vu aussi dans une autre conférence destinée à la notion d'identité ou d'équivalence et de différenciation. Donc, la notion de transformation ou transfiguration. Jusqu'à quel point je vais interpréter le sol, 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 mi bémol de Beethoven comme étant ce que Beethoven me propose, et à quel moment, si je ralentis beaucoup, si je change la métrique, si je change un peu les hauteurs, ça deviendra quelque chose. Chez Beethoven, le nombre de choix est donné par le matériau de départ qu'on appelle entourage ontique. Chez l'interprète, ça sera donné par le nombre d'interprétations dans ce qu'on appelle l'entourage présumé. Pourquoi cette différence et pourquoi cette subtilité ou pourquoi on pourrait dire ce niveau de sophisme entre comment je vais recevoir l'œuvre d'art et comment je vais la concevoir ? La réponse réside dans l'outil. À l'époque de Beethoven ou à l'époque de la musique écrite sur papier ou à l'époque tout court de la musique écrite, il y a une forte distance temporelle une grande distance temporelle entre le moment de la création et le moment de la réception. Et ce moment passe par les interprètes. Ce n'est pas un moment, c'est des individus, c'est des êtres humains qui ont des idiomes, qui appartiennent à des sphères de la musique, et que par leur interprétation vont donner vie à des idées du compositeur. Qu'est-ce qui se passe si entre le compositeur et l'interprète, il y a un outil comme celui-ci, un ordinateur, un outil numérique extrêmement rapide, qui fait que pendant que je suis en train de manipuler la matière, donc pendant que je suis en train de choisir parmi les candidats, parmi l'entourage ontique, okay, la fixation, je suis déjà en train de manipuler les résultats. C'est-à-dire, c'est comme si je pouvais livrer une partition tellement vite à l'instrumentiste qui est en train de la jouer pendant que je suis en train d'écrire la partition. Or, ceci est un paradoxe, si vous voulez, mais ça vous fait réfléchir sur ce niveau de vitesse qui change la nature des choses dans l'acte de la création quand on écrit pour des instruments ou quand on écrit pour des outils numériques qui permettent l'interactivité. Cette différence entre j'écris pour des instruments, je livre la partition à des interprètes, j'écoute la restitution, qui est donc un processus relativement lent, et j'écris à travers des outils numériques, et j'entends immédiatement le résultat. Cette différence de temporalité et de transmission pose des questions sur la complexité, encore une fois, et pose des questions, encore une fois, est-ce que je suis en train de créer ou de m'amuser ? Alors, encore une fois, pour les sophistes, moi j'adore créer, donc je m'amuse tout le temps, mais on va dire, est-ce que je suis dans le divertissement
Est-ce que je suis dans la créativité, dans une action de passe-temps, ou est-ce que je suis dans une trajectoire de connaissance de moi à travers la création, à travers une vision, un dessin, une trajectoire, une polarisation, une canalisation de la matière, afin de connaître la musique, non pas en jouant la musique des autres, mais en mettant en place ma propre musique. Une des réponses réside encore une fois dans la complexité, et ce que nous allons voir aujourd'hui réside dans la notion d'interprétation de mode d'apparition du matériau et d'une forme de différence entre geste, figure et texture. Je suis devant le métro de Bucarest. C'est une ville que je n'ai jamais visitée de ma vie. Donc j'imagine que quand je vois le métro de Bucarest, ne connaissant pas la ville, j'ai un niveau d'appréciation ou d'interprétation de la ville qui est extrêmement éphémère. C'est-à-dire, je sais sûrement où est le nord, le sud, l'est et l'ouest, comme pour n'importe quelle ville sur cette planète, mais peut-être je peux hypothéser qu'ici c'est le centre-ville, c'est une hypothèse non validée, mais je n'ai pas d'autre interprétation possible. Là, je suis dans un autre plan d'une autre ville, dans lequel je vois une autre carte, dans laquelle je suis tout à fait capable de reconnaître qu'il s'agit de cartes de transport public. Je peux reconnaître les directions, je peux reconnaître complètement qu'est-ce que cela signifie, mais je n'ai pas une vision du résultat. Donc ça veut dire que parfois, quand j'accède au niveau du code, quand j'accède au niveau de la lecture de quelque chose, ne suffit pas du tout pour accéder au niveau du phénomène présenté. Je n'ai aucune information sur quelle ville ou dans quelle ville je suis, et sur l'historique de la ville, mis à part qu'il y a un métro, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville. Donc je peux avoir accès à quelque chose d'extrêmement lisible, donc je peux lire le code qui est inscrit sur le plan devant moi, mais je me retrouve muet si je dois dire dans quelle ville je suis, voire même quelles sont les propriétés de cette ville. Ça veut dire, je renvoie donc à la notion de quel est le niveau d'accès au code. Ici, je ne maîtrise pas du tout les idéogrammes. Donc je ne sais pas ce qui est écrit devant le dessin ou le diagramme qui est devant moi. De même qu'ici, je n'y accède pas du tout. Donc, le niveau d'appréciation que je peux avoir de ce qui est face à moi à ce moment est extrêmement simplifié, extrêmement rudimentaire, extrêmement banalisé par mon manque de pénétration du contenu. De la même façon que quelqu'un qui serait incapable de lire ceci, parce qu'il n'a pas accès au code musical, il ne pourrait pas comprendre l'importance du choix qu'a fait Beethoven pour choisir seulement les auteurs qui font partie du thème de la 5e symphonie. Donc, le niveau de compréhension de l'œuvre d'art dépend beaucoup du niveau de compréhension du code qui fait partie ou qui contribue à l'œuvre d'art. Là, j'ai fait exprès, j'ai pris des tableaux d'un peintre, peu importe qui était ce peintre, un peintre en tout cas, dans lequel je suis parfaitement dans la compréhension locale. Je vois une sorte de bonhomme, ou en tout cas de humanoïde, quelque chose qui en tout cas est plus proche d'un être humain ou d'un mannequin que d'un poulet. Hein. Je vois même des dessins, je vois même des architectures potentielles, mais je suis incapable de pouvoir dire qu'est-ce que ce tableau veut dire, qu'est-ce que ce tableau veut signifier. Pareil, dans cet autre tableau du même peintre, encore une fois, je peux y reconnaître des sculptures, je peux y reconnaître des formes qui envoient à la sculpture, à l'être humain, éventuellement une usine, éventuellement un château, je ne sais pas quoi. Donc j'accède à certains niveaux de lecture du tableau, mais je suis dans la capacité de savoir qu'est-ce que le peintre a voulu nous transmettre. Vous allez voir vers la fin vers quoi je vais arriver. Pour vous donner quand même un indice, c'est que l'entourage présumé et l'entourage ontique, quand on est dans le cadre de la musique écrite, nous permet en tout cas pour celui qui écrit, donc pour celui qui sait lire ce type d'encodage, a priori, dans le cadre de la création musicale, l'artiste, le compositeur, sait
quelle est l'origine de son choix. En tout cas, il peut énoncer son choix. Il est en mesure d'établir des différents protocoles pour opérer des choix. Au niveau du récepteur, au niveau du public, ce choix peut avoir des interprétations variables, que dans cette variation, il y a tout un nuancier de possibilités différentes. Je vous renvoie encore une fois à une autre conférence, celle des archétypes, et sur la notion de spectre des archétypes, que je ne peux pas répéter dans ce cadre. Donc, quand bien même j'accède dans mon spectre d'archétypes, donc dans cette sorte de parabole dans laquelle je peux capter des ondes qui viendraient d'une antenne donnée, et parce qu'ils tombent à l'intérieur de ma parabole, de mon spectre, donc quand bien même je suis dans l'interprétation plausible de ce qui est face à moi, ce n'est pas encore suffisant pour créer un principe de création et d'interprétation. Ou alors c'est un niveau extrêmement éphémère. Une chose quand même est certaine, c'est qu'on peut parler déjà de complexité quand on est en mesure de segmenter ou pas. Et en fonction de la segmentation, nous pouvons établir des critères de compréhension du phénomène qui est face à nous. Ici, je choisis des formes relativement simples, c'est-à-dire basées sur des triangles, des carrés et des parallélogrammes. Je pourrais dire que je suis face à un rectangle, c'est la grande forme géométrique rose ou violet, qui est composé par des triangles. Mais je pourrais même dire aussi que je suis face à 3 carrés. Un carré est celui-ci, un autre carré est celui-ci, et un autre carré est celui-ci. Et qu'après, il y a des figures annexes. Donc, peu importe le nombre de possibles d'interprétations de cette forme que j'ai devant moi, il est clair que le nombre d'interprétations est limité et que ces interprétations vont donner une forme d'unanimité. Personne, au moins, je ne sais pas, il y a toujours des pathologies, mais personne pourrait dire qu'il voit dedans un cône ou une sphère, car elles sont des éléments visiblement absents dans ces dessins. Dans ces deuxièmes dessins, pareil, je peux dire que je suis devant une pyramide avec une base rectangulaire, ou alors que je suis devant un grand rectangle, un partie bleue et un partie blanche, et qu'encore une fois, il y a des triangles, des parallélogrammes, des carrés, et ainsi de suite. Donc encore une fois, ainsi les deux formes sont différentes, elles ont une sorte d'homogénéité d'interprétation, et quelque part, ils devraient donner unanimité d'interprétation par rapport au point de segmentation. Point de segmentation, ça veut dire à chaque fois qu'on a un point qui croise un autre et qui me permet de changer de direction et donc me permet de faire la différenciation. Dans une autre conférence destinée à l'identité, nous avons vu que notre choix s'opère par un seuil et qu'au-delà d'un certain seuil, A est différent de B et qu'à l'intérieur de ce seuil, A, même avec variation, est égal à A. Donc pour certains, peut-être que ces triangles, ce triangle blanc et le bleu, sont identiques ici. Simplement, ils ont été mis en forme de miroir. Donc, pour certains autres, non, au contraire, ce serait ce triangle qui est là, qui a été renversé. Donc, on est dans un cadre dans lequel, malgré les possibles interprétations, quand bien même on arrivait à les énumérer toutes, on serait dans un cadre d'unanimité de l'interprétation, en tous les cas de la segmentation de ces objets. Chose qui est complètement différente face au tableau ici. Dans ce tableau, si on devait, et bien sûr, si là on devait, dans l'exemple d'avant, on devait dire de quoi il s'agit, on est face à des objets géométriques, on est face à des figures simples, on est face à quelque chose qui, malgré le fait que j'utilise le carré, le triangle, le parallélogramme, et c'est tout, et éventuellement, oui c'est tout, le rectangle, je n'ai pas d'autres termes pour pouvoir décrire cette image. Là, nous sommes face tout de suite à une autre forme d'interprétation. Et encore une fois, désolé de faire des allers-retours tout le temps, ici, l'entourage ontique de la personne qui a composé cette image était un ensemble de triangles, de carrés et de parallélogrammes. Point. Donc, si on imagine que ces formes étaient détachées et que là, elles sont rassemblées, et que là, pareil, l'entourage
ontiques étaient constitués par des objets géométriques. Dans ces tableaux où on voit une femme allongée, c'est plus complexe. C'est plus complexe. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est on voit une femme allongée. Or, c'est vrai, mais pas tout à fait. Pas tout à fait. Si je vais regarder de près les mains de cette femme ou de cette forme, je vois que c'est des mains qui se mélangent, qui deviennent presque comme des racines, qui deviennent plus proches d'un être végétal ou en tout cas non humain, et qui rappellerait plutôt à des filaments qu'on a ici. Quand je regarde la cuisse ici ou la jambe de la dame, en fait, si j'agrandis beaucoup, je vois que la jambe, je suis en train de l'inventer parce que le trait qui renierait la jambe n'est pas tracé. Donc, il y a une forme de dire, c'est toi qui vois une jambe, mais en fait, il n'y est pas. Tandis que quand je vois une pyramide, je vois une pyramide. Quand je vois un triangle, je vois un triangle. Ici, non. Quel serait, dans ces cas-là, et avant, si on pourrait couper les tableaux en deux, une partie, je suis passé déjà à l'autre tableau, une partie dans laquelle nous avons une texture, c'est-à-dire une trame, une sorte de palette de couleurs dishomogène, mais quand même consistante, c'est-à-dire qui se répète. À un moment donné, on voit émerger une forme féminine, pour après disparaître dans un décor qu'on n'arrive pas à comprendre si c'est dans la nature, si c'est complètement abstrait. Donc, la différence majeure entre ce tableau ou celui-ci, dans lequel là on voit un homme, je crois que plus ou moins tous on serait d'accord de dire que il y a un homme qui est représenté, en tout cas par une femme, en quoi par peut-être des stéréotypes du côté homme, masculin et du féminin, par la tenue vestimentaire, mais en même temps, si on regarde bien aussi, on a encore une fois plus de la moitié du tableau, j'arrive pas à l'agrandir, qui est une sorte de texture en verticale, le visage qui est fait par des textures horizontales, les yeux, il n'y a pas d'yeux, on voit plutôt que c'est comme des zones d'ombre, il y a plein de points rouges, donc on a tout un tas d'interprétations possibles de ce tableau qui vont bien au-delà du fait qu'il y a un humanoïde, qu'il y a un être humain, et ici qu'il y a une femme, un autre humanoïde, parce qu'on va dire que ces mains ne sont vraiment pas celles d'une femme. La question qui se pose maintenant est combien d'interprétations possibles on a de ces tableaux ? Beaucoup plus que des formes géométriques qu'on a vues avant. Non pas parce que j'accède à un certain niveau ici, j'accède à un certain niveau du code qui me permet de parler de façon presque univoque de ce que j'ai devant moi. Ici, j'accède à un certain niveau du code qui me permet de différencier très bien les objets et les figures géométriques et les figures humanoïdes. Mais ici, je suis face à des situations qui sont mixtes, dans lesquelles le décor, la texture se mélange à la figure. Et que donc là, on a un cadre plutôt abstrait qui se mélange à un cadre très concret. Pareil ici chez l'homme. Et donc là, les niveaux d'interprétation changent complètement de dimension. Je ne suis pas face à quelque chose que je peux définir comme étant un matériau simple, un matériau à base des carreaux, des triangles et des pyramides, mais plutôt un matériau qui est sur des dimensions de l'oralité, de la verbalité, du discours, du désir, du soin, de ce que j'aurais envie de transmettre, de ressenti. Donc je vous renvoie pour cette raison à la conférence où je parle de la différence entre considération et désir. Ça, c'est un autre tableau dans lequel on est face à un autre type encore de jugement. C'est-à-dire qu'ici, si on devait décider de comment segmenter ce tableau, on serait extrêmement en difficulté, parce qu'on peut dire, je segmente à chaque fois qu'il y a un point noir. Oui, mais je segmente comment ? Je vais isoler les points noirs. Ou alors, je segmente dès qu'il y a un trait horizontal rouge. Il y en a un ici, je n'en vois pas trop, en diagonale, pardon. Ou dès qu'il y a des traits verticaux. En fait, ici, le nombre de points de segmentation est tellement important qu'une segmentation est équivalente à une autre. Et que, donc, là, je suis typiquement face à ce qu'on appelle une texture, dans laquelle le niveau de pertinence d'une segmentation s'avère éphémère. Car ici, la segmentation n'a pas beaucoup de sens. Je fais un saut en arrière. Dans le cadre d'une écriture instrumentale, la segmentation est relativement simple, et surtout dans une écriture instrumentale, on passe par un support qu'est la partition, dans lequel sur partition est toujours extrêmement facile de segmenter. Même si l'impact sonore peut être
plus complexe de ceux qu'il y a écrit sur la partition. Sur la partition, il est toujours extrêmement facile de segmenter, notamment par le système métrique, donc les mesures, okay, et quand même c'est écrit de façon proportionnelle, rien que la mise en page permet une segmentation, on va dire, innée de la partition. D'où la différence que j'ai soulignée au début, quand on s'adresse à des jeunes musiciens ou pas. Quand on s'adresse à des jeunes musiciens, on a déjà établi un certain nombre de protocoles de comportement, de comment opérer des choix sur les matériaux. Quand on s'adresse à des non-musiciens, il faut les inventer, parce que ces critères n'existent pas. Alors, un des critères que je vous propose est déjà le fait d'avoir accès au code. Le fait d'avoir accès au code permet de maîtriser l'outil et ne pas seulement d'avoir une boîte noire qui permet noire au sens, une boîte qui permettrait de faire des opérations dans lesquelles on n'a pas un niveau de contrôle. Et l'accès au code permettrait justement de ne pas simplement voir un plan d'une ville quelconque, mais de reconnaître la ville de référence. De la même façon que le niveau d'accès au code permettrait de lire les idéogrammes et non pas seulement de comprendre que c'est un idéogramme. Et le niveau d'accès qui permettrait de pouvoir contempler une esthétique donnée et pas seulement le fait de reconnaître des formes dans un tableau. Alors, parmi les critères que je vous propose, il y en a 3. Un, c'est ce qu'on va appeler la segmentation des figures simples. La segmentation des figures simples repose sur des critères souvent sur base géométrique qui permettent une unanimité d'interprétation du phénomène. D'où les 2 exemples de pyramides, triangles et carrés. 2, c'est la notion des figures, c'est-à-dire quelque chose qui est plus complexe qu'une segmentation géométrique, qui s'adresse à des formes potentielles, malgré ou quand elle-même cette forme n'existe pas. Je vous renvoie à cet exemple de la jambe de la femme qui ici, elle n'existe pas, le trait qui définit la jambe, mais nous on le voit. Ou ici alors, on voit un visage d'un homme du moment qu'il y a presque rien qui définit la morphologie d'un homme. Okay? Donc on dit les figures simples par segmentation géométrique, des figures qui sortent d'un cadre ou d'un contexte, et après ce qu'on appelle le contexte, donc dit aussi d'une autre façon musicale, la texture ou la trame, dans lequel effectivement la notion de segmentation ici n'a pas beaucoup d'intérêt, car si on trouve un intérêt à segmenter ou à faire ressortir l'homme ou la femme dans ces 2 tableaux, ou les formes géométriques dans ces 2 images, comme celle-ci et celle-là, dans une texture, on a seulement intérêt à écouter la globalité de l'œuvre, qui est présentée en globalité du passage, comme si c'était quelque chose d'impénétrable, quelque chose de trop particulier pour pouvoir le segmenter. À ces sujets, l'utilisation de l'informatique, en tout cas du numérique, permet quelque chose que avant n'était pas possible quand on écrivait pour instrument. Là, j'ai choisi toujours des images que je trouve sur Internet, donc pardonnez-moi si les couleurs changent, mais la matière à peu près est la même. Quand on écrit pour quatuor à cordes, on a sûrement une palette de possibilités expressives très étendue. On a 2 violons, un alto et un violoncelle qui permettent de faire des sons extrêmement harmonieux ou des sons complètement extravagants, mais ça reste des instruments à cordes. Ça reste dans des idiomes instrumentaux. Je vous renvoie donc à une autre conférence sur les idiomes, dans laquelle j'explique beaucoup plus qu'est-ce que ça veut dire, la notion de idiome ou de idiosphère. Mais quand on est dans le cadre d'instruments, d'une écriture pour quatuor à cordes, on va dire qu'on est dans une sphère idiomatique donnée et on ne peut pas s'en sortir. Imaginons pour l'instant donc que ce matériau en bois, c'est Mikado, peut donner, donc ça c'est une forme possible, ça c'est une autre forme possible, et ça c'est une autre forme possible. Donc ces 3 formes n'ont rien en commun d'un point de vue de la forme, donc de la morphologie, de la logique avec laquelle elles sont disposées, mis à part le fait que c'est basé sur une multiplicité d'objets en bois colorés qui les différencient un peu. Donc 3 modes de présentation possibles d'un matériau similaire. C'est comme si j'avais 3 sonorités différentes faites par un quatuor à cordes.
Et donc, encore une fois, là, on a les classes de composition, on a les classes d'analyse, les classes d'histoire de la musique, les classes de musicologie, qui nous permet d'avoir plein de repères possibles sur comment se comporter dans l'écriture d'un quatuor à cordes. Mais quand on travaille avec l'informatique musicale, souvent on est face à des images comme ça c'est des images de synthèse. Donc c'est des logiciels qui produisent on pourrait dire, pourquoi pas, des dessins qui n'existent que dans l'écran. Et ça c'est un exemple d'une image, donc c'est que de la lumière si vous voulez, ça c'est encore une fois que de la lumière qui donne une autre image, et ça aussi encore de la lumière qui donne une autre image. Quelque part, quand on écrit avec les outils numériques, on peut réunir le monde instrumental avec le monde de la fantaisie, le monde le plus extravagant. C'est-à-dire qu'on peut se dire, moi je vois beaucoup plus d'affinité entre cette forme qui est ici et ce matériau en bois qui est là, plus que le matériau qui est ici avec cette forme-là. Ici, il y a entre cette image et cette image, il y a une unité de matériau, c'est-à-dire c'est du bois, mais entre cette image et celle-ci, il y a une unité de forme et non pas de matériaux. C'est-à-dire que là c'est de la lumière, tandis qu'ici c'est du bois. Mais entre ces deux images, je vois plus d'affinité qu'entre celle-ci et celle-là, j'arrive pas à le faire, et celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand on travaille avec les outils numériques, on peut réunir le monde instrumental, le monde des quatuors à cordes, le monde des pièces pour bois, des pièces pour piano, pour trompette, pour contrebasse, et un monde complètement ouvert qui est celui de la création des sons. Et que dans la création de sons, les idiomes, effectivement, sont quelque part éclatés. C'est-à-dire, autant la typologie des gestes est limitée par les interfaces qu'on utilise, autant la typologie des sons qu'on peut produire, donc le fameux entourage ontologique, ce qui pour Beethoven était ceci, quelle note Beethoven pouvait utiliser pour créer le début de la 5e symphonie. Quand on travaille avec l'informatique musicale, on est plutôt dans un univers qui peut varier du bois à de la lumière. Et entre ces deux univers, il y a une forme de consistance. Donc, pour clore cette conférence sur la notion d'entourage antique, entourage présumé, et sur la notion de comment écrire ou comment faire de la création quand on s'adresse à des musiciens et quand on s'adresse à des non-musiciens, encore une fois, je suis obligé de parler de complexité. La complexité telle que je vous la suggère aujourd'hui est le rapport entre la capacité de lire le code et la capacité que nous avons de reconstituer le contexte à partir du code. Si nous sommes en mesure de lire le code, n'importe quel soit-il, si les codes sont les notes de musique, si le code est un patch d'un logiciel, ou si c'est une session de travail d'un autre logiciel, ou si le code est une cartographie du métro de Bucarest, peu importe quel est le code. Du moment qu'on a accès au code, la complexité est donnée par la lecture du code et la reconstitution du contexte. Si nous avons cette possibilité de reconstituer les contextes à partir de la lecture du code, ça veut dire que nous sommes dans un cadre de complexité. Et qu'il y a tout un nuancier possible, que je vous ai montré tout à l'heure, je vais le reparcourir très vite, qui est celui de pouvoir reconnaître tout simplement des formes sans avoir accès au contenu, j'utilise un mot qui est exagéré, mystique du peintre, ou de savoir tout lire et que tout est réduit. Donc ici on serait dans un cadre simple, complexe, simple, complexe, complexe, trop complexe. Et donc dans le trop complexe, on peut rebasculer vers quelque part un niveau de mise à distance qui serait non pas de l'ordre de la simplicité, mais d'un ordre différent que celui de la capacité de segmenter. Donc, quand nous avons accès au code et nous avons la capacité de reconstituer le contexte, automatiquement, nous sommes dans la possibilité de créer une distance entre l'idée et la réalisation par la lecture du code, et automatiquement, nous sommes en mesure de pouvoir déployer la complexité. Donc cette conférence se rattache aussi à celle sur les dimensions linéaires et non linéaires, encore une fois où je développe la notion de complexité,
et elles sont fortement interconnectées. Donc désolé pour ceux qui voient, ou ils ont vu cette conférence d'abord et l'autre après, les termes se renvoient entre eux et je suis obligé de créer des renvois par vous-même en cliquant sur les autres conférences.